Alternance politique en RDC. Nouveau président de la République. Nouveau discours, nouvelle gestion du pays. Comprendre les discours du président Félix Tshisekedi, Congo Web organise de ce lundi 28 janvier des plateaux spéciaux avec des spécialistes pour analyser et expliquer cette thématique du discours du président de la République. Édition spéciale sur les discours du président Félix Tshisekedi. Rendez-vous à ne pas manquer sur Congo Web. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce plateau spécial sur les discours de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le 24 janvier, il a prononcé un discours convaincant, un discours rassembleur. La fois passée, nous avons parlé des aspects économiques. Aujourd'hui, dans la même lancée, nous allons parler des questions de développement parce que nous recevons un consultant international sur les questions de développement et de décentralisation. Il s'agit de M. Norbert Yamba-Yamba. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Norbert Yamba-Yamba, vous n'êtes pas seulement consultant international, c'est l'aspect qui nous intéresse, mais vous êtes cadre de l'UDPS. Tout à fait. Ancien conseiller économique et politique de feu Étienne Tshisekedi. Ancien conseiller économique, financier, politique et audit du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et coordonnateur de la cellule électorale. Vous avez été candidat député national. Oui, tout à fait. J'ai été candidat député national, mais malheureux candidat. Malheureux candidat. À cause des cafouillages sans précédent que j'ai pu observer sur le Votre terrain. Parti est au sommet de l'État actuellement. On est au sommet de l'État et nous félicitons très clairement notre président pour avoir fait cette performance. Nous croyons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous allons mettre en œuvre ce que nous avons mijoté pendant 36 ans dans la clandestinité pour qu'aujourd'hui le Congo fonctionne autrement. Fonctionner autrement suppose offrir des services de qualité à notre peuple. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs l'offre politique, j'allais dire le programme du président, vaincre la pauvreté. Nous nous battrons pour que véritablement cette pauvreté soit abattue. Première question par rapport au discours, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission. Nous analysons séquence par séquence le discours du chef de l'État. Mais de manière générale, comment aviez-vous trouvé ce discours ce 24 janvier? Un discours qu'il a prononcé après tout ce qu'il y a eu, des contestations liées aux résultats. Mais il a prononcé un discours. Comment, vous personnellement, l'avez-vous trouvé? Non, mais j'ai trouvé l'homme. Hein. J'ai trouvé l'homme très conciliant, très respectueux des autres, très rassembleur, très engagé pour que le Congo redore son blason. Et donc ce discours, sincèrement, m'a beaucoup émotionné dans les sens très positifs, simplement parce que le président, non seulement il a fait le diagnostic de la République, mais il a estimé qu'avec les fils et filles de notre pays, ensemble, nous pouvons vaincre la pauvreté. Et c'est comme ça qu'il a lancé, il a lancé une main tendue aux uns et aux autres pour que déjà maintenant, avec la passation du pouvoir de manière civilisée, qu'on en profite, ne serait-ce que pour dire voilà la fin de la crise de légitimité et c'est maintenant le moment de démarrer et que tout le monde s'y engage comme un seul homme dans la perspective de booster le pays. Et ces discours véritablement, non seulement à appeler à cette réconciliation nationale, mais à donner des perspectives pour l'avenir de la République. Et donc ce discours a été, j'allais dire, une boussole. Une boussole qui nous permette de voir d'où nous venons, où nous allons et qu'est-ce que nous devons faire pour y arriver. Souvent lorsqu'on écoute des discours des chefs d'État, c'est tellement intéressant, séduisant, convaincant. Mais une chose est de prononcer un bon discours et une autre est de réaliser ce qu'on a promis. Et tout à fait, tout à fait. Il y a toujours un écart, c'est vrai, entre les dire et l'agir. Mais ici, vous avez un opposant. Oui. Et pas n'importe lequel qui a justement beaucoup suscité les espérances et les attentes de notre peuple. Vous ne pouvez pas imaginer lorsque vous arrivez à la gare, en tout cas lorsque le président était encore à l'hôtel Béatrice, les gens dormaient dehors. Les gens dormaient dehors, pourquoi? Ils s'en foutaient éperdument, n'est-ce pas, j'allais dire,
des intempéries, parce qu'ils estiment que le moment est venu pour que la situation change. Et donc, le président en est conscient. Ça va de soi. Maintenant, il lui appartient, en tant que manager général, j'allais dire en tant que top manager, de faire le choix des hommes et des femmes qui sont capables véritablement de l'accompagner dans ses lourds travail. Parce que, croyez-moi, le président est considéré comme le général d'armée. Et donc, le combat est très difficile. Le combat de la lutte contre la pauvreté. Il faut chercher des soldats d'élite. Il faut chercher des tireurs d'élite pour abattre la pauvreté. Et là, ça ne se recrute pas de manière émotionnelle. On tient compte des profils, on tient compte des backgrounds. On s'éloigne, n'est-ce pas, des amitiés, on s'éloigne du clientélisme, on s'éloigne du népotisme, etc. Et c'est tout le sens du combat que nous avons mené pendant 36 ans au sein de l'UDPS. Et je crois que le président sera à la hauteur. D'ailleurs, il commence par nommer son directeur de cabinet, qui du reste n'est pas de son parti politique, mais dont on connaît les capacités et les prouesses sur le plan professionnel. C'est déjà beaucoup. Maintenant, il faut sortir du ghetto lié au parti politique. Moi, j'ai vu, à un moment donné... nous rappelons que vous êtes de l'UDPS. Moi, je suis de l'UDPS. Je suis de l'UDPS, mais je suis en train véritablement de conseiller mon président. Parce que demain, quand ça ne marche pas, c'est l'UDPS qui endossera la responsabilité. On dira non, ils font des incantations, ils font des déclarations martiales, ils font des coups de gain mégaphoniques, mais ils n'ont rien foutu. Et nous avons intérêt, en amont aujourd'hui, de dire à notre président ce qui est faisable. Alors, parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il arrive au pays, il arrive en Côte d'Ivoire. Après la guerre, il s'est rendu finalement compte que tout était délabré. Et Alassane recrute un cabinet, et ce cabinet pour chercher des Ivoiriens, le meilleur d'entre eux, dans la diaspora comme à l'interne, etc., pour choisir des hommes et des femmes qui sont capables. C'est la question que j'allais vous poser. C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser, parce que on vous a invité sur ce plateau par rapport à votre qualité de consultant international sur les questions de développement et de décentralisation. Félix Tshisekedi a prononcé un discours, vous avez reconnu l'écart qu'il y a entre les dires et j'ai donné le principe. Les principes. En Afrique, il y a toujours les dires, mais qui n'est pas très proche de l'agir. Et j'ai reconnu que nous avions une expérience de sincérité, d'honnêteté, et que cette expérience peut nous donner la possibilité d'agir. Il prend le pouvoir à un moment où les Congolais ont tous les deux yeux ouverts. Chaque Congolais a tous ses deux yeux ouverts. On regarde vers Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République. Si on vous demandait, puisqu'on parle de questions de développement de la RDC, par quoi devrait-il commencer? Il y a tellement beaucoup de choses à faire en RDC actuellement, mais par quoi commencer? Vous savez, je suis consultant, mais je suis aussi systémicien. J'ai été formé pour une systémique d'une gestion d'un territoire, etc. Et sincèrement, Ambroise, par où commencer? Mais il faut se poser la question, comment la société est organisée? La société est organisée dans les différents secteurs de la vie nationale. C'est comme ça que vous avez un Premier ministre, vous avez des ministres, etc., agriculture, aménagement du territoire, habitat, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Tous ces différents secteurs, il y a quand même quelqu'un qui a un job description qui doit véritablement agir. Et or, la société ne fonctionne pas de manière séparée, secteur par secteur. Non. Tous ces secteurs sont en interaction dynamique, sont en interconnexion. Et donc, on ne peut pas dire... prenons ce secteur quand il aura fini et que nous prenions d'autres. Non. Il faut aller dans une logique systémique. Nous avons un système, nous avons des sous-systèmes, nous avons des sous-sous-systèmes, et tout est en interrelation, tout est en interconnexion, en interdépendance. Et donc, chaque secteur doit agir, mais doit savoir qu'il doit être en complémentarité avec l'autre. C'est comme ça que, par exemple, quand on tient compte du programme du président, il pense en priorité par la sécurité, parce que la sécurité, vous savez,
Dans laquelle on n'a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, écoutez, on ne peut pas investir. On dit que le bruit chasse les capitaux. Oui. Ce qui se passe à l'Est en est témoin. Quand vous regardez la contingent vers l'Ouest, vers le centre, etc. Et donc, ça, c'est une priorité des priorités. Et donc, le président de la République a même, n'est-ce pas, proposé que on puisse non seulement réfléchir en termes d'identification de ce qui représente la convergence des intérêts de certains acteurs, mais qu'on mette en place un agenda avec une équipe qui doit véritablement travailler dans la zone de turbulence comme celle de l'Est. Et donc la sécurité derrière une priorité. Des priorités, etc. Mais à quoi sert une sécurité? Ça fait tomber l'interaction des secteurs dont vous Bien parlez. entendu, non, mais la sécurité n'est sécurité que lorsque ça a une répercussion positive sur les citoyens. Et la répercussion positive, ça veut dire en fait que oui, il y a sécurité, mais entre-temps, au même moment, il faut l'investissement. L'investissement, etc., qui permet naturellement de générer des ressources, de générer des richesses, et ce sont ces richesses qui seront distribuées en termes d'allocation pour les citoyens. Eh bien, écoute, lorsque vous êtes au niveau de la production des richesses au travers des investissements, mais il faut lutter contre la corruption. Parce que, vous savez, chez nous, nous sommes une grande nation avec des richesses potentielles, etc. Mais la corruption est à plus de 75% de ce qu'elle se représente dans les institutions de la République. Et donc, les panels des chercheurs vous disent que lorsqu'on arrête la corruption à 30%, on peut aller avec un budget de 55 milliards de dollars l'année prochaine. Et donc, au même moment, on joue sur l'insécurité, il faut travailler sur les investissements, il faut travailler sur la lutte de la corruption, mais il faut également aller dans le sens du social. Quelqu'un nous disait qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. Lorsque vous regardez la vie avec le maréchal Mobutu, on a connu plus de paix en termes d'absence de la guerre. Mais il y a eu insécurité sanitaire, une insécurité scolaire, une insécurité alimentaire, insécurité. Et donc, il faut travailler. Et le président attend, c'est bosser sur la question de l'éducation. Le sommet d'Addis Abeba de 1961 avait prévu naturellement la gratuité de l'enseignement. Ça a été articulé dans notre constitution, ça n'a jamais été d'application. Il faudrait qu'il y ait des signaux très forts dans les 100 jours par le président pour que véritablement cette décision. Si je vous comprends bien, vous parlez des secteurs qui doivent tous travailler et il faut commencer par les choix des hommes. Les choix des hommes. Un gouvernement. Oui, les choix des hommes, parce que regardez. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la décentralisation dans notre pays. On a compris que le Congo, c'est une mastodonte. C'est un sous-continent. Vous savez, 100 fois le Rwanda. Le Rwanda entre 100 fois pour le Congo. La France, c'est 4 fois et demi le Congo. L'Allemagne fédérale, c'est 5 fois. Le Japon, c'est 9 fois. Le Luxembourg, c'est 120 fois. Un continent. 2000 fois la République Sao Tomé Principe. Et alors, on est un continent. On s'est rétabli pour le fédéralisme là. Alors maintenant, le Constitution a estimé qu'il faut une décentralisation. Et de cette décentralisation a posé trois niveaux de gouvernance. Niveau central, niveau provincial et niveau local. À chaque niveau, on a la capacité d'initiative, on a la capacité d'impulsion. Au lieu d'entendre simplement le président de la République avec son gouvernement, mais le gouverneur peut poser des aides dans une répartition de compétences. Mais c'est justement ça. Ça a connu beaucoup de douleurs d'enfantement. Eh bien, le président attend véritablement mettre en œuvre cette restructuration géographique pour permettre à chaque niveau d'atterrissage que les décisions se prennent, que les actions se réalisent dans la perspective de lutter contre la pauvreté. On n'entendra pas seulement de Kinshasa. Il y a une répartition des compétences, il y a une répartition des ressources, il y a une répartition des charges. Il faut qu'à différents niveaux de gouvernance, qu'on sente qu'on est en train de travailler. Et la congruence de ces trois niveaux, dans chaque espace géographique bien déterminé, pousse à la performance des institutions et pousse à la résolution véritablement de la pauvreté. Oui, lorsque vous parlez des hommes, on a tendance à vous poser la question que les pouvoirs finissants avaient également des hommes, et des hommes intelligents. Attention. Il faut différencier intelligent et intellectuel. Il y a beaucoup d'instruits. Il y a moins d'intellectuels. Les instruits, ce sont des gens qui, véritablement, ont la présomption du savoir, ils ont un diplôme, encore qu'il y en a de ceux qui en bénéficient le soir, etc., et qui croient auréolé d'un prestige d'avoir été soit professeur d'université, soit avocat, médecin, etc. Ça sont
des personnes qui, effectivement, sont révélées d'un principe de leur parchemin. Mais être intellectuel, c'est profiter véritablement de cette masse d'informations que l'on dispose et savoir résoudre des problèmes qui se posent en termes de questions questionnelles dans la société. Et donc, on a connu des instruits, mais on n'a pas connu véritablement des intellectuels. Encore que les instruits de chez nous... On a connu des instruits, mais pas des intellectuels. Je me suis beaucoup d'entre eux sont des abrutis fondationnels. Parce que réellement, l'école aujourd'hui chez nous, c'est un enseignement bâtardisé. L'école ne produit pas des hommes de caractère qui transforment la République. Oui, l'école produit véritablement des chômeurs de luxe. Pour la plupart, dans la classe dirigeante, on parle dans la classe français. Dirigeante, on a ceux qui ont étudié à l'étranger. Bien entendu, étudier à l'étranger, ça ne suffit pas. Étudier à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi étudier à l'étranger? C'est un modèle d'enseignement qui répond véritablement aux besoins d'un espace bien déterminé, notamment l'Europe, l'Amérique, etc. Mais et chez nous, quelle est la situation à Tchéla? Quelle est la situation en Gandadjika? Quelle est la situation à Lomela et Kela? Quel est le patrimoine culturel? Attention. Parce que là, sincèrement, c'est une question questionnante. Des questions qui appellent d'autres questions. Parce qu'il y a des questions de fond qui permettent à la société de booster. Et là, nous entendons, dans les cadres véritablement de réforme de l'enseignement, que le président de la République puisse véritablement organiser, en ayant un délai relativement court, des états généraux, pour demander que le profil de la personne que nous formons, est-ce que c'est une personne pour parler seulement français? On part à l'université pendant 5 ans pour apprendre à parler français. Vous parlez des états généraux, mais je me demande si vous parlez de quels états généraux, étant donné qu'il y en a eu plusieurs. Bien entendu. Sous Kabila, beaucoup d'états généraux se sont tenus dans chaque ministère pratiquement. À un moment où, même en 2010, le chef de l'État, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et même décrié le fait qu'on ne peut pas aller des études en études. C'est ça. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, nous l'IDPS, nous aimons bien les panafricanistes. Des gens de la trempe, par exemple, de Kwame Nkrumah. Avant lui, nous avons de Marcus Garvey, de Dibois Issa, des gens comme Modibo Keïta, les gens comme Patrice Lumumba, les gens comme Thomas Sankara, les gens comme Colonel Kadhafi, etc. Tous ces gens avaient pensé, il y a un modèle de société qui véritablement tiendrait compte, n'est-ce pas, de notre patrimoine culturel, du rétablissement de notre identité, et de la restauration de notre conscience historique avec l'Égypte pharaonique, etc. Je n'entrerai pas véritablement. Mais si on vous entend bien, tout peut échouer à partir du choix des hommes. Tout à fait. Mais écoutez, à partir du choix des hommes. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit généralement? Ce ne sont pas les moyens qui créent l'homme, c'est l'homme qui crée le moyen. Si vous recrutez un homme qui ne fait que croiser les bras, en train d'entendre la main du ciel, qu'on lui donne des instructions à partir du ciel, mais c'est regrettable. Combien de personnes aujourd'hui pensent que le président Félix, comme il arrive, il va changer la situation comme une baguette magique, oubliant qu'il y a même le paysan qui se trouve au village qui aurait une responsabilité d'aller cultiver la terre et qui reste au village, prendre la boisson alcoolique, etc., crier à longueur de journée. Celui-là aussi en c'est une responsabilité. Le président de la République, c'est un manager. Le président de la République, c'est un animateur principal. C'est un modérateur. C'est un facilitateur. Mais lorsque les gens qui seront responsabilisés dans les différents secteurs de la vie nationale ne s'engagent pas, encore qu'ils puissent avoir véritablement des prérequis et des préacquis, eh bien, si ces gens-là sont ramassés dans la rue, si ces gens-là sont des stagiaires dans une salle d'urgence, mais vous aurez fait la mort. Et donc le président à ce moment-là tenté l'expérience malgache. On a parlé du gouvernement malgache qui a peu de ministères, mais chaque ministre a signé un contrat d'une année, mais qui sera évalué au bout des 6 mois. Vous savez, par exemple. Ne vous en faites pas. C'est vrai que ça fait partie des recettes. Hein. Il ne faut pas non plus mystifier Madagascar. C'est un pays très pauvre. Ils ont beaucoup commis des erreurs graves. Parce que, et c'est ça justement la démocratie des Argentiers. Vous savez qu'à un moment donné, Ratiraka était militaire, etc. Il fallait qu'il parte, Albert est arrivé. Et puis finalement, les prêtres se sont organisés pour qu'on prenne véritablement un opérateur économique, Ravalo Manane, etc., qui à un moment donné a été même élu maire de Dakar, et c'est lui qui est devenu président. Et c'est ça justement le problème des Argentiers. Et donc, il arrive au pouvoir, et il est opérateur économique,
il crée des sociétés fictives et tous les marchés publics, il essaie véritablement de les récupérer entre lui, dans ce qu'on appelle le groupe économique, etc. Et voilà, aujourd'hui le Madagascar devient le dindon de la farce. Bon, mais je note avoir une feuille de route, je note avoir dit une lettre de mission destinée au ministre, c'est une bonne chose. Et le président de la République pourra bien le faire. Je me porte garant, Monsieur le Président, parce que j'ai un carnet d'adresses. Je me connais avec beaucoup d'institutions à travers le monde qui sont disposées véritablement à vous accompagner. Là vous parlez des moyens publics qui vous écoutent. Dans l'hypothèse où la responsabilité vous est confiée. Bien entendu, dans le sens d'identifier, n'est-ce pas, des institutions qui sont capables aussi de nous aider. Alors, ces institutions sont prêtes de pouvoir amener un coaching. Moi, par exemple, lorsque je travaille avec la Banque mondiale, je travaille avec le gouvernement de la République, je suis là pour coacher. Coacher pour que tel ou tel secteur arrive à des performances. Ça va aussi dépendre également des ministres qui seront recrutés. Si ils sont recrutés pour réaliser, n'est-ce pas, des performances, encore qu'il y ait des indicateurs, d'où la feuille de route, d'où la lettre de mission. Vous nous avez donné certaines notions liées à la décentralisation, tellement intéressantes sur le plan pédagogique. Mais il y a un problème maintenant de la réalité de terrain, la réalité que trouve le président de la République, Félix Tshisekedi. Vous avez rappelé qu'il a combattu Joseph Kabila, il est de l'opposition, il a combattu un système, et il y a eu passation de pouvoir entre celui qu'il combattait hier et lui qui vient de prendre le pouvoir. Ces réalités ne peuvent-elles pas être une épine parce qu'on était en dehors, on ne voyait pas très bien, parce que quelqu'un qui est en dehors de la maison ne verra pas là où ça sointe. Tout à fait. Mais on dit que les efforts d'aujourd'hui se nourrissent des erreurs d'hier. En tant qu'opposant, il a observé véritablement la gestion, non seulement du maréchal, mais également du président Kabila. Il faut noter une chose, c'est qu'il faut quand même désintoxiquer notre manière de réfléchir et notre manière de faire. Le président Kabila, en fait, qui a fait beaucoup de gesticulations qui n'ont pas rassuré, mais en fin de compte, a fini véritablement par faire cette passation civilisée de pouvoir. Coup de chapeau, Monsieur le Président, vous aurez honoré votre jeunesse, vous aurez véritablement disparaître de l'histoire, mais vous avez tout fait pour récupérer les choses et aller dans l'essence. Encore qu'il ne faut pas que personne ne vous trompe pour poser tel ou tel acte incontrôlé. Vous risquez véritablement de remettre en question tous les capitaux que vous avez investis pour vous présenter en tant qu'homme d'État. Cependant, le président Félix pourra partir des erreurs qui ont été commises. Ces erreurs, c'est quoi? Au lieu d'organiser les élections locales au niveau des villes, au niveau des communes, au niveau des secteurs et chefferies, et donc on n'a jamais fait. Or, lorsque vous prenez par exemple le territoire de Lomela, il y a 5 secteurs plus une chefferie. Mais ce territoire-là, c'est la dimension du Rwanda. Quand moi je pars candidat député national à Lomela, je fais la propagande dans tous les secteurs, c'est que je suis comme le Paul Kagame. Je suis comme Paul Kagame, j'ai même des moyens, n'est-ce pas, pour y arriver naturellement à toucher ces différents secteurs. Et donc, on a intérêt, sincèrement, Monsieur le Président, de se débarrasser véritablement de ce qu'a été la vision du régime précédent. Parce qu'on a cru que les choses pouvaient simplement se passer au niveau du gouvernement central, qui est un seul centre d'impulsion. C'est vrai qu'on a pris en considération les provinces sans avoir véritablement allé jusqu'au bout au niveau local, mais lorsqu'il faut transférer les compétences, c'est-à-dire comme aujourd'hui, il y a des compétences exclusives, des compétences concurrentes. Mais la question, par exemple, de l'éducation, notamment les PSP, c'est la province qui aurait pu recruter ces hommes, qui aurait pu aménager ces écoles, qui aurait pu équiper ces écoles. Jusqu'aujourd'hui, je me suis beaucoup. Les ministres du gouvernement central continuent à faire ces choses-là. Il a mutandis pour l'agriculture, pour la santé, pour le développement rural. Il faudrait transférer, encore qu'au niveau des provinces, qu'on ne devienne pas véritablement un autre centre de confiscation. Parce que lorsque nous avons mené une étude en 2009, il a été démontré que le gouvernement central, dans le transfert, n'est-ce pas, de moyens au niveau des provinces, ça faisait en proportion de 13%. L'argent qui aurait pu être destiné aux provinces, qui serait les 100%,
était rétrocédé en proportion de 13%. Tandis que les 100% de l'argent reçu au niveau des provinces, pour arriver au niveau des villes, communes, secteurs ou chefferies, c'était 1,2%. C'est peut-être pour cela qu'il y a actuellement des grogne sociales un peu partout. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez appris ce qui s'est passé à Lubumbashi. Les étudiants ont manifesté, il y a eu des morts. Il y a eu Transco qui a déclenché une grève. Et ce jour, même ce mercredi, on a vu les agents de Transkin en colère également manifester contre le gouverneur André Kimbuta. À la SONAS, on apprend la même chose. Ces grogne sociales au sein des entreprises publiques, M. Norbert Yamba, est-ce qu'elles n'empêchent pas à Félix Tshisekedi de pouvoir réfléchir rapidement, parce que là, il doit trouver d'abord une solution. En même temps, ce n'est pas un obstacle à une bonne réflexion pour savoir ce qu'il faut exactement faire. 5 jours seulement après la prise des fonctions. Je voudrais saluer tous les compatriotes qui ont été brimés, qui ont été placés dans des cages et qui devraient réfléchir comme des boutins de prémices dans un casier de biens, dans une pensée unique. Ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire en fait qu'un régime qui ne leur donnait pas image de manœuvre pour faire une revendication rationnelle. Pour s'exprimer. Et pour s'exprimer. Et donc, je leur félicite de pouvoir, n'est-ce pas, rebondir aujourd'hui et manœuvrer pour que leurs droits soient pris en considération. Je m'excuse beaucoup. Pour que leurs droits soient pris en considération. Cependant, si vous avez cette opportunité de le faire, c'est parce que vous savez qu'il y a changement de régime. Mais le changement de régime, c'est pour que les choses se fassent autrement. Qui peut vous dire qu'en 5 jours, en 10 jours, en 1 mois, on peut tout changer? Il faut leur donner. D'ailleurs, il n'y a même pas encore un gouvernement. Mais puisqu'on a trouvé la solution, je m'excuse beaucoup. Il n'y a même pas encore un gouvernement. Il faut qu'il y ait un temps dont on permet véritablement de faire des états de lieu pour savoir ce qui se passe partout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'engagement de tous les Congolais. Transkin, Transco, fonctionnaires de l'État, paysans, maçons, menuisiers, journalistes. Nous avons tous besoin de porter notre pays. Et donc, il faut donner le temps au temps, donner la possibilité. Parce que l'impression que ça donne, c'est quoi? Les étudiants font grève, n'est-ce pas? Manifestent à Lubumbashi. J'ai vu dans les réseaux sociaux, on dit donc, en peine 3 jours, le gouvernement Félix commence à tuer les gens. Vous voyez, cette façon de réfléchir, je comprends, parce qu'on a vécu dans un écosystème de politique intrinsèque, dans un écosystème politique. Vous rejetez cette accusation, mais on a vu quand même le gouvernement Félix, le pouvoir Félix, donner de solutions à Transco 5 jours seulement après. Tout à fait, mais ça sont des solutions. Ça sont des solutions qui sont véritablement plausibles. Mais ce n'est pas le président qui s'occupera de toutes ces questions. À un moment venu, il faut qu'il y ait le ministre des Transports, etc., qui rendra compte. Je m'excuse beaucoup. Ça, c'est vouloir forger la main au président de la République. Il a besoin d'avoir ses ministres. Chacun responsable de son secteur. Chacun jouant sa partition. Et lui présenter des dossiers plausibles qui lui permettent véritablement de consolider sa conviction et de prendre des décisions correspondantes. Aujourd'hui, on se met dans la danse. Vous ne réagissez pas contre l'ancien gouvernement. Mais vous réagissez contre le gouvernement, le président qui vient d'arriver. Or, le président a les mains, les mains blanches. Et il n'a pas encore fait quoi que ce soit. Donnez-lui la possibilité de comprendre ce qui se passe. Si dans l'hypothèse que l'argent a été détourné dans telle ou telle société, et que les gens n'ont pas été payés simplement parce que cet argent a été mis dans la poche de quelqu'un, eh bien écoute, on va réhabiliter la justice. Les cours et tribunaux devront travailler. Le procureur devront suivre les infractions, etc. Mais quand vous précipitez les choses, oui, c'est un signal fort pour que les autorités actuelles comprennent ce qui se passe. Mais est-ce que c'est pour autant, aujourd'hui, regarde, la grogne, les transports est inexistant. Et la population dit quoi? Alors, il faut reconnaître également quel est l'âge culturel de notre peuple. Nous avons intérêt véritablement qu'on puisse vivre un moment où on donne la possibilité aux actuelles autorités, n'est-ce pas, d'agir, de pouvoir comprendre d'abord les dossiers et d'agir. Et ça, c'est important. Et ça, mutandis, pour tous les Congolais à différents niveaux d'atterrissage, très bien. Puisque jusque-là, ils ne font que réagir. Ils n'ont pas encore agi, ils n'ont pas encore étudié les dossiers. Ils ne font que réagir. Lubumbashi, Transco, ce ne sont que des réactions. Alors, vous avez parlé de la sécurité, priorité des priorités, l'investissement, la lutte contre la corruption. Mais lorsqu'on parle par exemple des investissements, on parle de toutes ces questions,
on sera obligé d'étendre la main vers l'extérieur. Et souvent, ce sont des questions qui s'opposent à des considérations d'ordre politique. À ce moment-là, il y a des conditionnalités. Je te donne un exemple. Par exemple, si vous allez au FMI actuellement demander de l'argent, il y a des conditionnalités. Non, ça c'est... Parfois antisocial même. Non, ça c'est une vision démodée. Hein. Elle est essoufflée en fait. Aujourd'hui, les États-Unis ont une dette extérieure de l'équivalent de son produit intérieur brut. Hein. 17 000 milliards de dollars. Donc, c'est le pays le plus endetté. Quand vous arrivez en Europe... Il faut aller vers le privé maintenant. Bien entendu, mais aujourd'hui, regarde, j'étais dernièrement au mois de novembre à Kigali, à Goma, Gisenyi, et puis finalement à Kigali. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'on était en train d'extraire le gaz méthane dans le lac Kivu, dont nous partageons avec le Rwanda. Mais le gaz, la boule, est vendue à 70 $. À Bukavu, à Goma, même au Rwanda. C'est beaucoup d'argent qui entre chaque jour au Rwanda. Mais où est-ce qu'on a eu cet argent pour faire cet investissement? Écoutez, le Rwanda a fait un appel d'offres, les Indiens sont arrivés, ils ont mis en place un partenariat public et privé, on a casqué 500 millions de dollars, et avec cet argent, on est en train d'extraire le gaz méthane, et on le vend, et ça fait de rentrer de l'argent au Rwanda. Je voudrais également dire aujourd'hui au Rwanda, ils sont en train de mettre en place une raffinerie, pour le coltan. Et ils ont eu l'argent où? Mais c'est dans les cas du partenariat public et privé. Aujourd'hui, le Rwanda se révèle comme le pays qui a une production de coltan de drone de 37% de la production mondiale. Tu vois? Or, nous avons le cobalt. C'est le minerai du 21e siècle. Et donc, s'il n'y a pas de cobalt, on ne peut pas fabriquer de batteries qui devront servir de voitures électriques, qui lutteront véritablement contre les dérèglements climatiques. Alors maintenant, qu'est-ce qui empêche, au lieu d'avoir véritablement des investisseurs isolés qui prennent, parce qu'il n'y a pas de résultats, vous savez, le budget c'est 4 à 5 milliards de dollars, ça ne représente rien. Et pourtant, nous sommes arrivés à un moment donné avec une production de 1 300 000 tonnes, je m'excuse beaucoup, et la tonne coûtait plus de 100 000 $. Mais le budget, rien du tout. Alors, pourquoi nous ne ferions pas un partenariat public-privé où les investisseurs viennent, ils peuvent venir de l'Asie, ils peuvent venir des États-Unis, de l'Europe, etc. Nous allons faire un appel d'offres, nous allons présenter les spécificités techniques et on choisira qui est capable véritablement non seulement de produire le cobalt, mais aussi de les transformer en batterie, pourquoi pas. Et donc nous allons créer une chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire une entreprise de production, on peut engager les Congolais, une entreprise de transformation, on peut engager les Congolais, une entreprise de commercialisation, on engage les Congolais. Autant de potentialités. Oui, mais avec ça, souvent, l'expérience malheureuse congolaise, c'est qu'avec ces appels d'offres, on arrive à des contrats qu'on qualifie par la suite de léonins. Bien entendu, mais écoute, c'est un partenariat, c'est une forme d'entrepreneuriat. Nous devons évoluer et comptabiliser les évolutions. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la diplomatie des mentalités. Cette diplomatie des mentalités donne la Chine, n'est-ce pas, à la jeunesse chinoise l'espérance, parce qu'effectivement, la Chine, avec ses prouesses technologiques, ses prouesses militaires, ses prouesses économiques, etc., donne l'espérance, n'est-ce pas, à sa jeunesse, au point de sortir 700 millions de pauvres, 700 millions de Chinois de la pauvreté. Nous avons, lorsque vous regardez par exemple, Mutatis Mutandis, en Corée du Sud, en Singapour, en Malaisie, tous les tigres asiatiques, etc., et les dragons sont en effervescence. Alors, quand vous arrivez en Afrique, nous sommes dans l'humiliation, dans la frustration, et nous croyons rester véritablement dans cet environnement-là. Et donc, en Europe, aujourd'hui, ils sont dans la panique générale. Et alors, panique générale à cause de la montée exponentielle de ce qui représente les prouesses asiatiques. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, il y a une marge de manœuvre. Lorsqu'on a des autorités, lorsqu'on a un leadership transformationnel, un leadership qui sait écouter, un leadership qui sait faire le choix des hommes et des femmes qui sont capables véritablement de booster la République, eh bien, vous avancez. Parce que, croyez-moi, Singapour aujourd'hui, 52 000 $ par habitant par an contre 458 $ pour le Congo. Depuis 1960, nous avions 220. 458. Et la Corée du Sud qui avait 150 $ par habitant par an en 1960, nous étions un peu plus performants que la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est combien? C'est 32 000 $. 13e puissance économique du monde.
Donc, il y a moyen, sincèrement. C'est quoi le déclic qui a manqué tout ce temps? Le déclic qui a manqué, c'est que nous n'avons pas misé sur notre patrimoine culturel pour que nous puissions justement avoir des génies qui nous produisent des technologies qui sont inspirées véritablement de notre environnement et permettre que ce génie-là se matérialise à travers nos universités. Les universités aujourd'hui ne produisent pas de technologies, ils produisent des chômeurs de luxe, auréolés d'un précédent diplôme. Mais nous avons besoin des universités qui deviennent des laboratoires pour nous dire, pour transformer le manioc, voilà la technologie. Pour transformer le cobalt, voilà la technologie. Pour transformer les diamants, voilà la technologie. Et donc, nous allons monter à chaque espace, à chaque domaine, des valeurs ajoutées qui nous permettent véritablement d'avoir des richesses. Le nouveau pouvoir du pain sur la planche. On va revenir en Il faut poser des jalons. Et les jalons que nous devons poser, c'est de pouvoir systématiser cette manière de faire les choses. Et nous disons que voilà ce que nous devons faire les choses. Et ça se repris véritablement dans l'offre politique de Félix Tshisekedi. À ce moment-là, 5 ans après, nous aurions déjà monté un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Et les autres qui vont venir, s'ils viennent dans l'espace, dans le sens de pillage, ben, tant mieux, ils trouveront notre peuple déjà regardant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez suivi le peuple. Il n'est pas un peuple, n'est-ce pas, en train de dormir sur le laurier. Et c'est un peuple qui croit qu'il est copropriétaire de la République. C'est un peuple qui croit qu'il est l'architecte, qu'il est l'artisan. Il doit véritablement être bénéficiaire du dividende de la République. On va revenir un peu en interne. Il a dit, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit qu'il va centrer son action sur la lutte contre la corruption. Il semble que ça, c'est tout un système à demander. Oui, mais c'est tout un système. Le président ne peut pas prendre le risque de nommer simplement un conseiller contre la corruption. Un conseiller, c'est un conseiller. Et si la corruption se faisait à Ikela à 1000 km, si la corruption se faisait à Walungu à 2000 km, et le conseiller, il va faire quoi? Quelle est sa marge de manœuvre? Non, monsieur le président, la corruption est institutionnalisée, la corruption devient endémique. Et alors maintenant, pour s'en sortir véritablement, il faut mettre en place un système de surveillance mutuelle. Même lorsque vous êtes à la maison, il faudrait qu'on sache, papa, oui, vous êtes notre chef de famille, mais vous touchez combien? Et puis vous faites quoi? Quelles sont les différentes allocations? Et si la maman est capable, n'est-ce pas, de poser la question, et si les enfants sont aussi capables de poser la question, en ayant 4 jours, l'argent n'est plus là, il dit, mais papa, c'est pas possible, vous touchez autant, mais pourquoi cet argent n'est plus disponible? Et alors, maintenant, ça va commencer à parler la famille. Et on se surveille mutuellement. Moutandis, lorsqu'on est dans un secteur, il est anormal. Moi, je suis allé ici à 350 km, et puis j'arrive dans un secteur. Il reçoit les rétrocessions de Kinshasa. Et puis finalement, il n'a même pas une case. Le chef de secteur n'a pas construit une case. Et lui-même est en interligne, mais en séance de travail. Vous imaginez ça? Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faudrait que les institutions de la République deviennent dissuasives. Notamment, le président de la République, au travers de la hiérarchie, on puisse contrôler tel a reçu ceci, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement ça, les assemblées, l'Assemblée nationale, les Sénats, etc. On ne va pas faire seulement des recommandations. Ça devient folklorique. Mais si on fait des recommandations, il faudrait que ces recommandations arrivent à des sanctions. Que le ministre soit auréolé d'un principe. J'ai entendu la dernière législation. Hein, et qu'un député est en train de dire, moi il est de notre obédience. Vous pouvez tout faire, mais il ne partira pas. Et monsieur, on vous a appelé pour représenter les intérêts du peuple. Sur ce point, avec le fait que le FCC a une majorité factice, Félix Tshisekedi ne peut pas avoir la facilité sur ce point-là pour sanctionner un ministre. Non, je vais répondre à la question, mais je voudrais dire que toutes les institutions de dissuasion, les structures de dissuasion doivent être opérationnelles. L'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Cour des comptes n'a même pas de budget, etc. On ne fonctionne pas. L'inspection générale des finances, qui est rattachée à la présidence, non, cette institution doit revenir au ministère de la Justice, de Finances, etc. Il n'y a pas que ça. Je me suis au cours. Et le cours et tribunaux, la justice indépendante, la société civile, le quatrième pouvoir, les journalistes. Encore qu'il faut sortir des incantations, il faut aller fouiner, avoir l'information, disponibiliser cette information à la place publique, donner la possibilité aux autorités de consolider les conditions et de prendre des décisions correspondantes. Alors, la question que vous posez, vous y dites... Par rapport à la majorité parlementaire pour arriver à sanctionner un ministre. Il y a un président de la République. Il y a un président de la République qui a été élu au suffrage universel et qui est garant de la nation et qui, véritablement, est responsable de la situation de notre peuple.
Et c'est lui qui préside le gouvernement de la République. Et c'est lui qui voit la performance de tout un chacun. Même si c'est un Premier ministre ça veut dire en fait que le président de la République pourra voir si telle ou telle personne véritablement joue sa partition. Si dans l'hypothèse où la personne joue sa partition, on reprend pratiquement, on réédite les exploits que nous avons toujours connus, etc. Il se trouverait dans la triste obligation de prendre des décisions correspondantes. Un mot, on a fini. Un mot au président de la République, un autre aux Congolais. Oui, monsieur le président de la République, vous vous êtes battu. Battu pendant plusieurs années. Vous êtes né dans la cour de combat et vous avez combattu. Aujourd'hui, vous êtes général. Recrutez des personnes qui peuvent vous aider à construire un bon leadership. Parce que le leadership, c'est implique un individu. Ce n'est pas le leader. C'est l'ensemble des citoyens qui travaillent véritablement dans une institution dans le sens de provoquer une performance pour répondre véritablement aux attentes de ceux qui sont bénéficiaires potentiels. Les choix des hommes vont déterminer votre action. Deuxième chose, monsieur le président, comptez au développement rural, l'agriculture. Ayez une mainmise par rapport à cette question. Et puis, troisième chose, monsieur le président, analysez, écoutez dans un premier temps. Écoutez s'il vous plaît. Et d'ailleurs, vous avez une capacité d'écoute. À notre peuple, il y a eu passation de pouvoir. On a toujours crié qu'il n'y a jamais eu ce que nous appelons, qu'on n'a jamais terminé la crise de légitimité. Je pense que la crise de légitimité est terminée. Aujourd'hui, c'est nous, Congolais, aujourd'hui. Chacun doit se déterminer. Si tu es fonctionnaire de l'État et que tu voles l'argent, tu es en train de tuer le pays. Et vous avez tué pendant des années le pays. Réveillez-vous. Arrêtez. Si vous êtes un fonctionnaire de l'État, sur 12 mois, vous êtes venu 5 fois au bureau et vous demandez les arriérés de 12 mois. Arrêtez. Si vous êtes paysan et que vous savez que vous n'allez pas au champ, vous prenez tout votre temps, prendre de l'alcool, le toco, etc. Arrêtez, allez au champ. Si vous êtes maçon, si vous êtes journaliste, si vous êtes, j'allais dire, des menuisiers, chacun dans son coin doit travailler pour dire le Congo nous appartient, nous sommes des copropriétaires. Et si nous ne faisons pas quelque chose, on va nous chasser de l'Angola, on va nous chasser du Rwanda, on va nous chasser de n'importe où. Et même si vous êtes en cravate, personne ne vous respectera à travers le monde. Il faut une décision de tout le monde pour relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. Merci, monsieur Norbert Yamba. Nous rappelons que vous êtes consultant international en développement et en décentralisation. Merci, vous êtes cadre de l'UDPS, ancien conseiller économique, financier et politique de feu Étienne Tshisekedi. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je reste dispo de pouvoir analyser d'une manière générale le discours du président. D'accord. Merci, dames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. On va vous retrouver prochainement. Au revoir. Alternance politique en RDC. Nouveau président de la République. Nouveau discours, nouvelle gestion du pays. Comprendre les discours du président Félix Tshisekedi, Congo Web organise de ce lundi 28 janvier des plateaux spéciaux avec des spécialistes pour analyser et expliquer cette thématique du discours du président de la République. Édition spéciale sur les discours du président Félix Tshisekedi. Rendez-vous